On va attaquer. Donc, je vous remercie d'être là, d'être connecté. Aujourd'hui, on va parler des 6 moteurs de performance du dirigeant d'entreprise. De 12h30 à 13h30, on va tenir le timing en vous présentant effectivement ces 6 moteurs du dirigeant d'entreprise, issus de la prépa mentale du sport notamment. Et on gardera un temps d'échange sur le créneau de fin, sachant que cette présentation se veut également interactive et vous pouvez évidemment soit lever la main par l'outil Zoom et poser votre question, auquel on essaiera de répondre avec Norman que je vais présenter au fur et à mesure des moteurs que nous allons aborder. En préambule, donc je remercie aussi Nathalie Gallois qui fait partie du lab, de l'association qui va modérer ou nous aider en tout cas dans la prise des questions, la coupure des micros si bruit intempestif, qui permettra d'avoir un bon confort pour l'ensemble des participants. Et je tiens à vous préciser également que cette session est enregistrée pour un usage interne du laboratoire, de l'association, du Lab CPM, et sera diffusée à une ou deux personnes qui n'ont pas pu, qui ont pu s'inscrire, mais qui n'ont pas pu au dernier moment participer à cette connexion. Donc, le webinaire est enregistré. Je vais du coup vous présenter ces éléments, les éléments. Je vais vous présenter l'association, pardon. Donc le Lab CPM, dont vous avez vu le logo, c'est une association de réflexion, de partage d'expériences, d'enrichissement personnel et professionnel qui regroupe des coachs et préparateurs mentaux issus notamment du diplôme universitaire de coaching et performance mentale de l'Université de Bourgogne, avec des pratiques, des expériences diverses. Et c'est ce qui fait aussi notre force d'intervenir à la fois dans le monde sportif et professionnel et associatif. L'ensemble des membres et des coachs sont présents sur toute la France. Personnellement, je suis basé à Sigtorman entre les métropoles stéphanoises et lyonnaises. Et Nathalie, qui est donc en host caché, elle est dans la région Grand Est et autour de Reims. Nous avons des approches complémentaires, donc certains parmi nous sont un petit peu plus sportifs que d'autres, en tout cas un petit peu plus branchés sur le domaine sportif, d'autres sont un petit peu plus branchés sur le monde associatif ou le monde professionnel, avec des approches qui peuvent être complémentaires, notamment dans les formations complémentaires, notamment sur les thérapies brèves ou des formations de coaching différentes. Ce cycle de conférences, donc il y a déjà une conférence qui s'est déroulée. Alors, je ne sais pas qui parmi vous a pu assister à celle de Joël la semaine dernière, qui traitait de la résilience et de l'endurance professionnelle en prenant l'exemple de l'ultra trail pour faire un miroir, un peu comme on va le faire aujourd'hui, sur ce que peut enseigner le sport ou en tout cas la préparation mentale sportive dans le cadre professionnel. Je vous invite aussi à regarder les prochaines conférences. Il reste encore 2 conférences dans le cycle sur les clés mentales au service du monde professionnel. Il reste la conférence de Grégory Dumoitier, qui est préparateur mental et négociateur de crise, qui intervient la semaine prochaine sur le risque suicidaire dans le monde professionnel. Et la semaine suivante, le 29 juin, toujours du temps de midi, de 12h30 à 13h30, sur un webinaire gratuit, vous avez Nathalie qui va échanger sur l'intégration de la gestion émotionnelle dans le management. Donc, 2 conférences sur lesquelles vous pouvez bien sûr vous inscrire. Vous nous demandez les liens d'inscription pour qu'on puisse vous envoyer les liens de connexion. Aujourd'hui, donc, je vais quand même nous présenter, même si vous voyez du coup nos invités, en tout cas, vous les entendez. Je commence par moi. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Brouillage, je suis préparateur mental et entrepreneur en même temps. C'est-à-dire que j'ai aussi une start-up en parallèle qui s'appelle WAFAP, qui est hébergée à la French Tech. Et je suis par ailleurs, en termes de sport, pratiquant d'ultra trail, donc un sport d'endurance qui amène d'autres vues, d'autres pratiques, en tout cas au niveau mental et d'accompagnement que Norman, qui lui vient plutôt du sport collectif.
Sur la partie entrepreneur, j'ai pendant plus de 20 ans eu des expériences de direction et de fondation, de développement d'entreprises qui étaient dans le monde du conseil ressources humaines. Donc, j'ai eu 2 entreprises que j'ai revendues depuis. Et c'est vrai que ce parallèle entre l'ultra trail, la direction ou d'entreprise, ou en tout cas le management collectif, c'est quelque chose que j'ai en arrière-plan depuis une grosse dizaine d'années. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir partager avec vous les quelques éléments que j'ai pu apprendre d'échanges avec des gens comme Norman lors d'accompagnement, ou en tout cas à titre personnel. Bonjour, moi c'est Norman, donc comme c'est tout simplement noté, pendant 17 ans j'ai été joueur professionnel, j'ai fait quelques clubs, dont mon club formateur La Rochelle qui se retrouve en finale du championnat de France contre Toulouse bientôt. Donc, je tiens quand même un peu à le Ouais. souligner. Voilà, donc Quelques après, résultats en Coupe d'Europe aussi. et voilà, 2 Coupes d'Europe aussi. Bon. Et voilà, donc j'ai fait ma carrière. Donc forcément, suite à une carrière, il faut penser à sa reconversion. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de reconversions parce que le rugby m'a permis de me pencher tranquillement sur ce que j'avais envie de faire. Donc c'est pour ça que j'ai eu quand même pas mal on va dire, d'expérience professionnelle. Et puis quand tout s'est terminé, je me suis retourné vers le monde du bâtiment parce que je pense qu'il y avait des valeurs communes avec mon sport et ce que j'avais vécu aussi humainement. Et après, suite donc à une reprise un CAP et un BEP, j'ai tout simplement tenté l'aventure entrepreneuriale, donc en créant ma propre société, Eras. Voilà. Ok, merci. Les autres témoins que j'ai pu accompagner, ou en tout cas des entrepreneurs sportifs qui vont, par des verbatims, intervenir à distance sur ces thématiques-là. Vous avez à gauche Christophe, qui a autant de cheveux que nous, qui a le pied sur la noix de coco. Pour l'histoire, c'est le premier Français à l'Ironman l'année dernière dans sa catégorie Master. L'Ironman d'Hawaï, qui est la finale mondiale, ou l'équivalent de la finale mondiale des Ironman, et qui est en même temps dirigeant d'entreprise dans le domaine de la climatisation. Vous avez en haut Jean-François Rouleau, qui a lui aussi peu de cheveux finalement, qui travaille dans le domaine de la sécurité et qui est également un ultra-trailer, un sport d'endurance. À droite, Roxane, qui est en tenue elle aussi professionnelle et personnelle, qui fait partie du board d'une entreprise qui fait des joints dans le domaine nucléaire en France, donc qui est responsable de la certification, je cherchais le nom en français, et qui est Compliance Officer, et membre du board d'une boîte qui pèse 50 millions d'euros, donc quand même une société d'importance, et qui a claqué son record personnel sur le marathon de Tel Aviv il y a peu de temps, en 3h12. Voilà, les minutes sont importantes pour les marathoniens. Et vous avez Sébastien avec son vélo, qui lui fait donc beaucoup de vélo, qui est dirigeant d'une société qui pèse 110 personnes maintenant parce qu'ils ont racheté une autre structure. Et enfin, Lionel Jourdan, qui lui aussi a peu de cheveux. Alors peut-être qu'on fera un rapport avec les cheveux et les sports d'endurance. Qui lui, même s'il porte un vélo sous l'Arc de Triomphe, ne fait pas que du vélo parce qu'il fait comment on appelle ça, c'est même plus des triathlons, c'est des ultra-triathlons. Là, la photo, pour vous donner un ordre d'idée, il est recordman du trajet Londres-Paris, c'est-à-dire que vous faites Londres-Douvres en courant, c'est à peu près 140 km, puis traverser de la Manche à la nage, 70 km, puis Calais-Paris en vélo, et tout ça évidemment non-stop, même s'il y a une assistance qui l'a suivi. Donc effectivement des efforts d'endurance très puissants, et qui lui est responsable d'une entreprise qui fait de l'entretien, de fuite et de systèmes de climatisation, chauffage dans des HLM. Donc voilà la présentation de ces témoins-là. La présentation du rapport entre la prépa mentale issue du sport et l'entrepreneur. Moi, j'avais un petit chiffre à partager avec vous. Donc, je vais un peu piéger Norman là-dessus, qui ne connaît pas la réponse, en vous disant, voilà, il y a 58% en moyenne des Français qui pratiquent un sport au moins une fois par semaine. Et du coup,
c'est quoi le chiffre pour les dirigeants Bah, d'ETI, à ton avis? si je me réfère par rapport à moi, je dirais zéro. Non, sinon, je suis pas, je dirais allez, 1 sur 2, 1 sur 3. 1 sur 2, 1 sur 3. Et en fait, il y a 87% des dirigeants d'entreprise au sens ETI, hein, TPE, PME. C'est-à-dire, je ne suis pas les prendre les grands groupes, plutôt, Ouais. on va dire des gens qui sont à la fois au four et au moulin dans ces petites structures, tout en ayant des salariés. Donc, il y a une proportion plus large de ces dirigeants d'entreprise qui pratiquent du sport et de façon beaucoup plus intensive aussi que la moyenne des Français et qui pratiquent finalement plutôt des sports d'endurance, course à pied, vélo et marche et rando. Voilà, c'est les 3 sports les plus pratiqués avant le golf et avant le tennis par les dirigeants d'entreprise. Et je pense que ce chiffre est à garder en tête parce que finalement, il y a un lien entre le sport, les dirigeants d'entreprise qui finalement pratiquent beaucoup de sport et la question, ou en tout cas les éléments de réponse qu'on aimerait vous donner, ou en tout cas partager avec vous, sont qu'est-ce qu'apporte la préparation mentale sportive, qu'est-ce qu'apporte au niveau mental le sport pour un dirigeant d'entreprise. Donc pour ça, j'ai arbitrairement, ou presque, choisi 6 thèmes sur lesquels j'ai fait interagir les sportifs et dirigeants d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a la chance, et je le remercie, d'avoir Norman qui va partager son expérience à la fois de sportif, plutôt en sport co, mais aussi tu as fait un petit peu d'ultra-trail, un peu beaucoup même si tu n'en fais plus trop en ce moment, hein. Ces 6 piliers qui, pour moi, sont essentiels quand on est dirigeant d'entreprise, en tout cas de ma propre expérience et de ce que j'ai pu en vivre au travers des accompagnements que j'opère en préparation mentale, qui sont à la fois l'énergie, comment vivre son entreprise, parce que quand on est dirigeant d'entreprise, on incarne l'entreprise, donc on est forcément toujours au taquet. Donc, quel est ce rapport à l'énergie, au corps et à l'incarnation de l'entreprise? Comment on gère ce stress lié à la peur de l'échec, ou en tout cas post-échec, qui est un vrai sujet, évidemment, comme les autres, mais qui peut être encore plus pertinent dans certaines phases de sa vie professionnelle. Quel est l'impact aussi mentalement du sport euh, lié à la confiance en soi? Donc, on verra que c'est peut-être plutôt l'estime de soi dont il faut parler, mais j'ai gardé le terme confiance en soi qui était un petit peu plus parlant pour tout le monde, en tout cas dans les interactions qu'on a pu avoir. Et puis, on va parler motivation, on va parler objectif. Et j'ai laissé un anglicisme, le grit, qui pour moi est essentiel dans cette partie entrepreneuriale parce que souvent, on est seul à croire en nous ou voilà, j'en dis pas trop, mais le grit, ça va être la persévérance, ça va être la niaque, ça va être tous ces thèmes-là. Et qu'est-ce que nous apprend le sport? Qu'est-ce que nous amène la préparation mentale du sport? C'est quoi les interactions entre les deux pour persévérer, en fait? Et ça pourrait être la persévérance plutôt que le grit, mais voilà, j'ai gardé le terme grit pour une histoire personnelle. Je vous propose d'aborder ces 6 sujets-là. Pour ceux qui seraient arrivés entre-temps, donc je rappelle que comme nous, on est en interaction et pas forcément attentif par rapport aux questions que vous pourriez poser, n'hésitez pas à les poser. Il y a Nathalie qui fait aussi partie de l'association du Lab, qui est connectée, qui saura prendre les questions, vous répondre si vous avez des sujets divers. Et vous pouvez nous interpeller en levant la main ou en ouvrant votre micro et on pourra évidemment rebondir. Le but de ce webinaire n'est pas de vous livrer des clés et des éléments tout faits, c'est vraiment d'alimenter la réflexion. Et on est preneur aussi pour alimenter notre réflexion, d'avoir vos retours d'expérience issus de vos expériences ou de choses que vous auriez pu vivre et qui entrent en résonance. Je vous propose d'aborder les premiers sujets, notamment l'énergie. Et qui, pour moi, l'énergie, enfin, être capable d'être énergique et de prendre soin de soi, c'est évidemment apprendre à se reposer. C'est pour ça que j'ai gardé cette image, parce que quand on parle d'apprendre à se reposer ou de se reposer, de faire un break à un chef d'entreprise, l'analogie pour moi, c'est le lâcher-prise pour quelqu'un qui ferait de l'escalade. C'est complètement contre-intuitif. Et pour autant, si vous faites de l'escalade, vous savez que si vous êtes trop tendu, trop sur la paroi, vous aurez du mal à grimper. Donc, il faut savoir aussi gérer
et se détendre sans pour autant lâcher prise. Donc, je voulais aussi, avant d'aborder et de faire rebondir Norman là-dessus, alors pas après la chute, hein, Non, d'accord. Moi, je peux c'est de rebondir. partager quelques chiffres avec vous. C'est que effectivement, le travail des dirigeants est bénéfique à l'entreprise. En revanche, et c'est issu d'une étude de Sogramma qui a été faite, c'est que on sait qu'il y a un volume horaire qui a été fait et qui est couplé à un indice d'activité économique qui est essentiellement lié à l'EBITDA, pour ceux qui sont familiers des valeurs d'entreprise. Ils ont simplement couplé dans une étude l'EBITDA avec le volume d'heures travaillées par les dirigeants d'entreprise. Et on s'aperçoit que effectivement un volume horaire qui serait raisonnable, 50, 60 heures, hein, ce qui quand même sur 5 jours fait 12 heures, sachant que quand on est dirigeant d'entreprise, en tout cas ça c'était mon cas, peut-être ton cas aussi, Au on est début, je connaissais, peut-être ouais. plutôt sur 5 jours et demi, parfois 6, Ouais. ce qui est encore mon cas à ce jour. On est sur des volumes où on fait du 8h, 20h, du 9h, 21h, ou si on a dans Des fois un peu plus tôt, Paris, ouais. voilà, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais déjà, d'entendre qu'il y a aussi mentalement une barrière horaire à partir de laquelle on est plus productif. Et Ouais. ça, on le sait très bien dans les thérapies cognitives, qu'on a des temps d'attention et que si on ne sait pas recharger ces temps d'attention, le temps de présence est complètement inefficace. Un deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est la capacité à s'arrêter. C'est-à-dire que la possibilité de s'absenter, en fait, est un facteur clé de performance. Et je vous évoquais tout à l'heure que j'étais aussi dirigeant d'une start-up. Et donc, quand on dit start-up, on parle aussi de levée de fonds. Un des critères essentiels quand on parle de levée de fonds, en tout cas d'entrée de fonds, ce qui était le cas dans les deux entreprises dans lesquelles j'étais dirigeant auparavant, qui ont fait, voilà, sur lesquelles on a fait des levées de fonds. La capacité des dirigeants à pouvoir s'arrêter est essentielle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que derrière, il y a une équipe suffisamment costaude pour nous remplacer. Alors évidemment, la limite ici, c'est la limite des artisans. Je veux dire, si vous êtes un, la capacité à s'arrêter va être évidemment très forte parce que si vous arrêtez, il n'y a pas d'activité. Mais si on est dans des entreprises qui vont avoir 500, 1000 personnes, 1500 personnes, la capacité du dirigeant à s'absenter est un facteur clé de performance qui est regardé de très près par les banques et les fonds, sans parler de décès, mais le décès malheureusement existe et j'ai eu encore des exemples très récents à vous partager, ou en tout cas d'arrêt de longue durée pour maladies, notamment cardiovasculaires. C'est important de savoir que votre entreprise ne va pas disparaître parce que vous n'êtes plus là. Donc, si je couple ça, plus le fait qu'effectivement, le sommeil est aussi un facteur important dans, dans le, dans le, j'allais dire, la capacité à se reposer, à être dans une bonne dynamique, on a quand même des indicateurs chiffrés, pertinents, qui montrent que se reposer, c'est quand même pas complètement déconnant quand on est dirigeant d'entreprise. Donc, en fait, mentalement, maintenant, c'est comment on va gérer ça. Et je te propose quelques verbatim qui s'affichent, sur lesquels tu peux rebondir peut-être en toute fin. Je te les partage et puis toi, tu pourras échanger. Oui. Par exemple, Jean-François Rouleau, qui lui travaille dans la sécurité, une entreprise de sécurité qui va sécuriser les bâtiments et leurs travaux. Lui, clairement, son corps, c'est un outil de sécurité, il en prend soin. Ça veut dire qu'il sait s'arrêter et qu'il est, autrement, il fait aussi de l'alpinisme, il fait de la haute montagne. Je n'ai pas livré le nombre Oui. de 4000 mètres qu'il a pu escalader, et je crois que son record, c'est 4800 en Amérique du Sud. Mais pour lui, c'est clé, et savoir prendre soin de son corps passe aussi par des moments de récupération et de relaxation. Roxane aussi, qui est une ancienne commerciale et qui fait encore énormément de déplacements en France et à l'international, a compris depuis que le cycle métro, boulot, dodo n'était pas, voilà, n'induisait pas forcément une bonne hygiène de vie et non plus une bonne hygiène mentale, et que du coup, elle a redressé ces aspects-là, et depuis qu'elle apprend à se reposer, ce qui n'était pas du tout évident dans le cadre de Roxane, et ben, elle trouve du mieux aussi sur le plan d'hygiène personnelle, de poids, de maîtrise du poids, etc.
Ce rapport au poids qui est évident, mais Sébastien, qui lui a une entreprise donc, dans le bâtiment hein, de 120 personnes, pour rappel, qui lui fait, alors je l'ai mis à la micro-sieste, qui fait une micro-sieste de 20 minutes tous les jours à midi pour justement apprendre à gérer ce rapport au corps, à la recharge pardon, énergétique et mentale. Alors, au niveau physique, effectivement, ça lui fait énormément de bien parce que il attaque très tôt, hein, le début des chantiers. Je pense que vous connaissez un petit peu la règle, il attaque à 7 heures du matin, donc c'est vrai qu'arriver vers 12-13 heures, savoir prendre une pause est important. Mais il a fait un lien aussi avec le niveau mental parce que il s'aperçoit qu'il mange beaucoup plus le soir quand il ne fait pas cette micro-sieste. Et on sait qu'il y a un lien évident entre la malbouffe, la mauvaise nutrition, la mauvaise hygiène alimentaire et le stress, ou en tout cas la charge mentale qui est associée. Tous les jeudis midi, donc je ne vous le déroule pas plus, je vous laisse les verbatims, et je souhaitais effectivement t'interroger là-dessus sur Ouais. le rapport. Ben, moi, c'est vrai que le rapport que je vais faire, il est, parce que je suis issu du sport et je suis arrivé après sur l'entrepreneuriat, Pardon, ce qui est un excusez-moi. peu différent dans leur cas, où ils sont dans l'entrepreneuriat, ils sont venus au sport. Et en fait, quand on dit apprendre à se reposer, moi, si vous voulez, ça me renvoie à une année où j'ai eu un entraîneur quand j'étais à Massy qui nous présente en fait la semaine type d'entraînement. Et la première chose, en fait, sur laquelle il nous sensibilise, c'est dire, voilà, vous avez cet entrepôt-là. Donc, on est parti des temps de repos pour après ensuite parler d'entraînement. Et c'est vrai que forcément, à ce moment-là, on ne comprend pas forcément. Mais quand on analyse, enfin, le repos est hyper important. Enfin, nous, aujourd'hui, on s'entraînait, je crois, deux matinées et plus une autre après-midi, ce qui nous laissait énormément de temps pour se reposer, parce que bon, le rugby reste quand même un sport physique intense. Et surtout qu'on allait chercher aussi quelque chose d'important. On cherchait la montée en Pro D2, donc on savait que la période allait être longue, sachant qu'en plus, bah, moi, j'avais aussi ce côté où j'étais international belge, donc il y avait les matchs en plus avec la Belgique qui venait. Donc le repos en lui-même était quelque chose d'essentiel. Chose que on ne se rend pas forcément compte quand on est dans le monde de tous les jours, parce que moi je fais partie des gens qui bossaient peut-être plus de 60 heures semaine, et je me rends compte que à un moment donné, on va dire le surménage hein, que j'ai eu au sein de mon entreprise a fait que ben, on n'est plus du tout efficace, mais plus du tout efficace, que ce soit physiquement, que ce soit dans les prises de décision, que ce soit dans la gestion ben, des chantiers et dans la gestion du personnel. Et, et du coup, voilà, pour moi, c'est ce qui était important, c'est ça. Et comme le dit bien Jean-François, c'est que voilà, son corps, c'est notre outil de tous les jours. Est-ce qu'on en a vraiment conscience ou pas? Moi, j'en ai eu conscience à travers le sport, mais je me rends compte que je l'ai oublié au moment de l'entrepreneuriat. Après, du coup, bon, on arrive à définir et on travaille dessus. Mais le repos, pour moi, aujourd'hui, est la chose la plus importante. Si on n'arrive pas à mettre ça en place, je pense qu'à un moment donné, ça peut capoter sur pas mal de choses, sur des projets, mais après même sur la vie de famille, voilà, sur ce genre de choses-là. Donc pour moi, le repos, c'est un point essentiel et c'est vraiment euh, un élément pour moi qui est indispensable. Ok, indispensable dans la durée, Oui, indispensable pour son plaisir, ah, indispensable pour sa performance, mais de ce pour que tout, j'entends. voilà, ouais, D'accord. pour tout, hein, pour tout. Et puis je pense qu'à un moment donné, quand on arrive aussi dans des moments qui sont compliqués, le repos permet peut-être de remettre les choses aussi en place, de se recentrer sur soi-même, ce genre de choses. Mhm. Et une analogie, alors je ne sais pas si elle te parle, mais j'utilisais aussi avec Roxane, quand on a travaillé justement sur ses limites, qui est une marathonienne. Autant on peut comprendre qu'on ne fait pas un marathon toutes les semaines, autant dans l'activité économique, c'est des choses qu'on a du mal à entendre, qu'il y ait des objectifs qui soient plus prioritaires que d'autres. On va y venir sur la définition des objectifs, Mhm. mais qu'il y a des objectifs qui sont moins prioritaires que d'autres, et puis qu'on a le droit de ne pas être en forme, on a le droit de faire des entraînements un peu moins bons que certains, et puis qu'il y a des entraînements dans la vie sportive qui sont des entraînements d'endurance, des entraînements, on va Ah, dire, bah, PPG, de renfort. Et ça, c'est vrai que cette analogie entre le monde du sport, le mental et le monde de l'entreprise m'intéresse aussi beaucoup parce que on est capable aussi de dire que pour être performant, un sportif doit savoir se reposer. On parle bien sûr. d'hygiène globale, on parle d'entraînement invisible, Mhm. on va parler de renfort musculaire.
Et c'est des choses qu'on peut amener dans le monde de l'entreprise. Ouais, En tout cas, et c'est plus facile de s'appuyer sur ces cordes, hein. Je rappelle, il y a à peu près 9 dirigeants d'entreprise sur 10 qui font du sport. Et je pense qu'il y a une analogie à aller chercher bien sûr, sur vous n'êtes pas au taquet tous les jours. Et pour être au taquet tous bien les sûr. jours, vous allez chercher de l'entraînement invisible. Et là, plutôt que de dire apprends à se reposer, c'est quoi l'entraînement invisible d'un dirigeant d'entreprise? C'est d'avoir cette hygiène de vie globale, Bien sûr. c'est d'avoir cette capacité à se reposer, y compris en journée. Et après, il faut aussi à peut-être mettre des choses en place qui nous permettent de sortir un peu du contexte où on est. Moi, ça me fait rigoler souvent quand on parle de sportifs, on dit que c'est des bosseurs, c'est des bosseurs, c'est des bosseurs. Moi, pour en avoir côtoyé certains, c'est surtout des gens qui ont compris qu'à un moment donné, mettez tout en place en dehors du terrain pour se ressourcer. Ça pouvait être très bien des séances, je sais pas, on va dire dans un spa. Ça pouvait être aussi des appareils à côté, type voilà, de massage, de choses Ouais, comme les ça. complexes ou Voilà, autres. de tout ce qui est complexe. Et ces gens-là, en fait, savaient s'écouter. Voilà. Je pense qu'ils savaient s'écouter et que ce soit après surtout. Et je pense que le dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui sait s'écouter et qui à un moment donné dire il faut que j'arrive à scinder, et une chose que moi j'ai eu beaucoup de mal à faire, je pense que oui, à un moment donné, sera beaucoup plus performant parce qu'il aura une conscience de ce qu'il est en fait. Ok, Voilà. merci. Ouais. Ça fait un très bon lien avec le sujet suivant sur l'échec et le stress. Finalement, euh, pour moi, l'entrepreneuriat, ce qui va être une des clés d'un entrepreneur, en tout cas ma vision personnelle, mais Mhm. peut-être que tu en as une autre, c'est cette capacité à savoir prendre des risques. Mais ça, finalement, chacun peut prendre des risques. Mhm. Mais c'est le rapport à l'échec et d'être capable de rebondir après un échec et justement de gérer ce rapport échec-stress qui peut faire peur, hein, en disant la peur d'échouer. Et j'aime beaucoup cette citation de Winston Churchill, c'est pas la seule, qui n'était pas Oui. pourtant un grand sportif, hein, qui a dit que voilà, pour lui, le sport était un sport induisait de la mauvaise santé, hein, globalement. Et qui, pourtant, sur cette partie-là, rejoignait assez, à mon avis, une vision sportive pour qui le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je pense que c'est un peu ça, finalement, le monde de l'entrepreneuriat. Mhm. En tout cas, la façon dont je le vis. Euh, on a beau avoir sur les réseaux sociaux ou sur les communications d'entreprise, etc., ce que j'appelle le syndrome du survivant, c'est-à-dire Ouais. qu'on communique beaucoup toujours sur celui qui a réussi. On oublie les 99 autres qui ont échoué, hein. Et celui qui a réussi a peut-être échoué aussi. Et en oubliant qu'en plus, celui qui a réussi a échoué de nombreuses fois. Et je pense que cette clé-là, en tout cas, comment en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, je suis capable de gérer et de, non pas de relativiser, parce qu'il n'y a pas, moi, je ne peux pas relativiser l'échec. L'échec, après, j'aurais pu choisir la citation de Nelson Mandela qui est je ne perds jamais, hein, Oui, soit bien je sûr, oui, gagne, ça j'apprends. soit j'apprends. Et je voulais aller plutôt là-dessus en disant finalement comment toi tu l'as vécu, ce rapport à l'échec. Et finalement, est-ce que c'est de l'apprentissage et que t'a amené la prépa mentale, que t'a amené le sport ou que t'a amené la prépa mentale du sport en tant que dirigeant d'entreprise sur cette notion d'échec, de Mais, risque d'échec, de rebond après l'échec. Enfin, je t'en jette encore, le ouais. stress Mais après, je lié à pense la que ça, peur d'échouer. c'était un peu de l'inconscient parce que c'est ce qu'on se disait. En tant que sportif, les saisons sont longues et on a des matchs tous les week-ends en fait. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu commences une carrière de sportif, tu t'entraînes la première semaine, on va dire tu perds le premier match, ça tu te dis, bah, c'est bon, on est nul, on arrête, puis tu fermes. C'est Et en vrai. fait, il est que, ben, à un moment donné, ben, tu perds. Souvent, après, on avait les analyses vidéo, euh, les analyses vidéo qui font, ben, tu vas pouvoir corriger et tu vas pouvoir remettre en place des choses sur toute la semaine qui te permettent après d'aller le week-end d'après, mettre en place et gagner peut-être, et ces choses-là. Donc, et dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est naturellement venu comme ça, c'est-à-dire, bon, ben voilà, il y avait une semaine, subissait un échec, alors ça pouvait être ben voilà, un chantier qui n'était pas arrivé, un chantier qui est décalé, voilà. Enfin, toujours quelque chose qui venait mettre un peu le grain de sable dans la roue. Et voilà, comment je le gère? Je pense que naturellement, moi, je l'ai géré un peu comme une saison de rugby. C'est-à-dire que, bon, allez, c'est pas grave. Cette semaine, elle est terminée.
Le lundi, on arrive et on va essayer de mettre les choses en place pour essayer justement de pallier à ça. Alors, quelle a été mon erreur? Alors, est-ce que j'étais, on va dire, peut-être aussi à l'origine de cette erreur? Est-ce que c'est moi qui me suis mal organisé? Ou alors est-ce que ça vient justement d'une tierce personne? Mais je pense que ça s'est fait naturellement et quand on l'analyse, on se dit oui, mais effectivement, je pense que pendant 17 ans, j'ai vécu des échecs. C'était toutes les semaines, c'était des échecs parce que l'échec pouvait venir de la défaite qu'il y avait du week-end, mais l'échec pouvait venir aussi d'une semaine où j'étais peut-être moins bien physiquement, je m'entraînais moins et je faisais pas partie du groupe. Donc, et en fait, il y a deux écoles. C'est soit en fait on veut vraiment arriver là-dessus et on se remet tout de suite en selle et on y retourne. Voilà, on baisse les bras et puis on se dit ben, je vais peut-être jouer à un autre niveau ou alors je veux faire mon entreprise et je redeviens salarié parce que je suis pas capable de le gérer. Et donc voilà. Donc je pense que l'échec, il y a l'échec qui est flagrant, mais je pense qu'il y a tous ces petits échecs-là qui, des fois, en fait, on n'est pas forcément en fait conscient, mais on se rend compte qu'on en a peut-être tous les jours. Ça peut être, voilà, ça peut être, je pense, tout et n'importe quoi. Mais dès qu'on est capable en fait de les analyser et de se dire qu'à un moment donné, mais comment j'ai réussi à rebondir là-dessus, ben, c'est de se dire que cet échec qui paraît plus flagrant pour nous et peut-être pour les autres surtout, c'est de se dire que ben, voilà, comment je le gère et comment je passe à autre chose ou comment j'analyse pour pouvoir justement que cet échec n'arrive plus, quoi. Et je trouve que aujourd'hui, il faut prendre conscience de ça pour pouvoir se dire qu'en fait, c'est pas un échec, que c'est juste soit ben, une expérience de plus et que cette expérience va nous permettre en fait de nous améliorer nous-mêmes, améliorer peut-être l'environnement dans lequel on évolue et de passer à autre chose. Je pense. Ah, moi, je suis Oui, d'accord. À titre perso, et je ferai une différence qui est pas que sémantique entre entre la défaite et l'échec. oui. C'est-à-dire que l'échec, c'est échouer à un objectif, donc en tirer des leçons et Mhm. rebondir. On verra derrière que la capacité pour moi de rebond est quand même plutôt liée à la persévérance, une des facettes qu'on va Mhm. aborder, et la motivation intrinsèque, longue durée. Et ici, je voulais juste poser quelques mots sur la défaite, qui est quelque chose qui défait, euh, Mhm. qui défait quelque chose à l'intérieur, qui détruit quelque part. Hein. Quand on défait, ça veut dire qu'on dissocie, on démembre, enfin, qui pour moi est quelque chose d'assez violent, finalement, dans les termes, la défaite. Et je pense que si on arrive à se dire qu'un échec n'est pas une défaite, au sens que ça ne nous Je défait fais pas. pas, mais qu'on reste focalisé sur des objectifs, qu'on reste focalisé sur une motivation et qu'on a une persévérance, qu'on a de l'attraction qui continue à avancer. Effectivement, c'est quand même plus simple de tirer des leçons de cette façon-là, sachant que je pense, encore une fois, hein, pour les sportifs, c'est quand même plus facile que ça soit en sport co où Mhm. effectivement une saison est longue et les défaites peuvent s'enchaîner ou pas, d'ailleurs, hormis le fait peut-être d'une montée finale qui, si elle se fait ou se fait Bien pas, il sûr. y a un enjeu particulier. Donc ça peut être des échecs, mais sur lesquels il faut savoir Ouais, rebondir bien pour la sûr. saison suivante. Je pense qu'on l'a aussi dans les sports d'endurance, enfin, Oui. pour pratiquer l'ultra trail personnellement. J'avoue ne pas être allé au bout de toutes mes courses pour tout un tas de raisons. Et chaque cause d'abandon ou chaque cause d'arrêt a été pour moi source d'enseignement pour me dire que soit j'étais pas au niveau et il fallait que j'en tire des conséquences, soit Soit mal préparé. que j'étais mal préparé, et ce qui globalement était quand même plutôt le cas en général. Il y a quand même Oui. pas photo quand on a les yeux plus gros que le ventre. Je voulais aussi vous partager, et si tu peux rebondir, Ouais. bien sûr, volontiers, sur ce que pouvait en dire Lionel, notamment sur ce regard sur l'échec et notamment sur cette partie stress, qui lui, avant de faire de l'ultra, et je vous rappelle, il fait vraiment de l'ultra de très longue distance où il se déconnecte, il a notamment fait le marathon des sables, il s'est aperçu aussi que ce sport d'endurance lui amenait un détachement, une relativité par rapport ce que tu évoquais tout à l'heure, les Oui, micro-échecs, bien sûr. et ça lui apprenait à relativiser et à passer au-dessus comme si on avait un oscillogramme des émotions ou un oscillogramme de micro-échecs, et que ça lui apprenait à aller au-dessus. Et depuis qu'il est revenu justement de ses expériences, et notamment du marathon des sables, il s'aperçoit qu'il il est beaucoup moins sujet
à voir des échecs un peu partout. Oui, Il est quand même plutôt sur le regard loin, le regard longue distance. Et je trouvais ça intéressant, sachant qu'il fait également un lien, comme vous pouvez le lire, avec cette ancienne migraine, où on a un lien évidemment entre le stress et la migraine. Sébastien, lui, moi je trouvais ça intéressant aussi, son témoignage, parce que quand il lit une gamelle d'1 million, donc il s'est pris un impayé d'1 million, et à l'époque, il faisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, C'était un sens. Enfin, je veux dire, là, oui, quand on parle d'échec, de dire, mais j'ai réussi à rentrer l'argent et qu'est-ce que je vais faire, comment je vais rebondir. On a travaillé sur une analogie qui était plus liée au vélo. Il fait du vélo. C'est pour ça qu'on dit tu mets tout à gauche. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un col en difficulté, vous avez la fringale, etc. C'est pas question de descendre du vélo, de mettre les cales à terre et puis de rentrer avec le clac, 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 clac. Bah, tu manges, tu avances et tu attends que ça passe. Et on revient sur des notions qui sont un peu parfois galvaudées. Et il reprenait une image sur le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Alors, une fois qu'on a dit ça, bah, tout le monde est d'accord, mais c'est comment tu le mets en pratique. Et je trouve que c'est intéressant ces rapports aussi au sport d'endurance. oui. Toi, tu parlais de sport Mais, collectif avec des hauts et des bas. justement, ce qui est bien en fait là-dedans, c'est que moi, dans le sport collectif, on s'en rendait pas forcément compte ou après, parce que même si nous, à un moment donné, on avait peut-être un coup de mou, on avait toujours quelqu'un qui est là pour prendre la relève. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul. Et en fait, moi, quand je me suis mis à la course à pied à un moment donné, même si je n'aimais pas forcément ça au départ, ça m'a appris à me connaître au moi, en fait, et de savoir à un moment donné, moi, où j'étais. Et je pense que euh, enfin, parce que je vois, il parle de solitude, il parle de tout ça, et je pense qu'à un moment donné, se recentrer sur soi-même et apprendre à se connaître permet en fait de gérer ces situations-là en fait. Et, enfin, c'est un peu ce que ça C'est me, exact, ouais. c'est un Mm. peu ce que ça me renvoie en fait Mm. quand tu lis ça. Et je pense que justement le sport collectif c'est bien parce que ça permet d'avoir une cohésion et de savoir comment les gens en fait réagissent en collectif. Mais le sport individuel est hyper important parce que justement on se rend compte que même à 30, 35 ou 40 ans, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne se connaît pas. Et moi, malgré avoir suivi des cursus dans des clubs professionnels qui étaient hyper, où ça commençait à se développer, où ils mettaient beaucoup de choses en place, où en fait on ne réfléchissait pas, je ne me suis jamais autant appris à me connaître le jour où j'ai fait de la course à pied. Et ce qui m'a permis, en fait, dans mon entreprise, de fois, de gérer des situations où j'étais seul. Je pense que si j'avais pas eu cette expérience-là, je pense qu'à un moment donné, je me serais senti perdu. Mm. Je ne sais pas si c'est pas un peu sorti du truc, mais Non, mais c'est c'est ce que ça une me. belle Ouais, leçon. Et je rappelle, sur les chiffres tout à l'heure, c'est que les sports pratiqués par les chefs d'entreprise c'est sont bon. quand même plutôt des sports Ouais. individuels. Alors que ça soit une question d'âge, mais je pense qu'il y a aussi Ça se. euh, d'âge et de dispo, hein. Je veux Oui, dire, le sport collectif nécessite des rendez-vous plus collectifs d'organisation. nécessitant plus d'organisation et plus de contraintes, mais le côté sport d'endurance a Mhm. aussi ses vertus, effectivement, de se recentrer. Je vous laisse cette partie-là aussi qui était intéressante sur la maîtrise et sur ce qu'on ne maîtrise pas et la prise de distance liée au sport. Mais on va avancer parce qu'on a encore quelques sujets et il est déjà 13h10. Donc, il nous reste 20 minutes pour évoquer les autres sujets qui sont autour de l'estime de soi et de la confiance en soi. Euh, Pourquoi je différencie ça pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, ou en tout cas, je voulais partager ça. La confiance en soi, pour moi, est un bon sujet. La confiance, c'est est-ce que j'ai la capacité à atteindre un objectif? Donc, on va parler des objectifs en soi. Mhm. Ensuite, pardon, mais c'est surtout est-ce que j'ai les capacités à. Et donc là, c'est plutôt lié pour moi à l'estime de soi, Mhm. ce qui, dans le monde entrepreneurial, est aussi, et on l'évoquait juste avant, avec la solitude de l'entrepreneur, la difficulté de partager parfois aussi ses doutes sur nos propres capacités. Je trouve que le sport, et en tout cas la préparation mentale sportive, est hyper intéressante pour les entrepreneurs pour cette façon, pour Ouais. cette capacité à renforcer, à tisser le lien avec l'estime de soi. Et notamment, j'ai pris, je me suis amusé à prendre quelques citations qu'on connaît tous et de regarder comment ces sportifs et chefs d'entreprise les avaient mis en œuvre. Donc, les gens qui réussissent ont l'habitude de faire ce que les gens qui échouent n'aiment pas faire. Donc, il y a ce côté aussi un peu Ouais. aller au mastic qui te fait sourire parce que ça aurait dû. Toi, tu étais pilier, hein, c'est Ouais, c'est ça? ça, ouais, ouais. Ouais, voilà. Merci, compagnie Euh, belle. et Jean-François qui, sur une course, lui,
euh, a vu ça et ça a vraiment soudé et construit quelque chose, renforcé quelque chose en lui. Et ça, c'est marrant parce que, si je peux me permettre, Ouais. ce qu'il dit là, moi, quand je fais ma première Saint-Élion, c'était en tout cas, Saint-Élion, c'était bravo. à 2018, je crois, hein, qui était Ouais. la plus grande. Alors, pour vous donner une idée, j'étais à 117 kilos à ce moment-là. J'avais commencé à perdre pas mal de poids et donc j'avais mis quand même un certain temps. Mais ce qui m'a donné, je crois que c'était peut-être sur les 10 derniers kilomètres, de voir que des gens marchaient, moi, me voyaient trottiner, les remettaient à courir, même s'ils avaient mal, parce que je pense qu'à un moment donné, ils se disaient, attendez, lui, soit il a débarqué au dernier moment, enfin, c'est pas normal, parce qu'en plus, on a la couleur du dossard qui donne la distance. Donc, les gens voyaient que j'étais sur la grande distance. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a galvaudé. Et je crois que sur les 3 derniers kilomètres, je termine pratiquement à 11 ou 12 km/h, parce que je pense qu'il y a l'enthousiasme et tout. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a la vitesse ressentie et la vitesse Non, non, c'était réelle. sur la montre. Ouais, mais c'était 2 km. N'hésite pas à rebondir. Ouais, ouais. L'important n'est pas enfin, qui tu es, mais ce que tu Ouais. fais pour devenir qui tu veux être. Donc, Mhm. on a tous des potentiels, mais qui fait l'effort de révéler son potentiel? En tout cas, c'est aussi comme ça que je l'interprète. Ouais. Et sur la Sainte Express, hein, qui est une version courte. Oui, Alors, je je mets connais des pas guillemets, ça, hein, je connais c'est le Maratrail, pas. qui est juste 45 km de nuit Je d'hiver connais pas. entre Lyon et Saint-Étienne. Sébastien, qui lui s'est explosé la cheville au 26e kilomètre, mais D'accord. enfin, il a fini derrière aux urgences. Euh, L'expérience vécue a été hyper nourrissante pour lui, finalement, parce qu'il avait une grosse avance horaire. Il a fini en clopinant, hein, en serrant les dents sur la douleur, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité à savoir protéger son corps. Mais finalement, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, il a vu finalement qu'il arrivait à faire des choses que d'autres n'arrivaient pas à faire. Et il s'en est beaucoup resservi, il continue à s'en resservir dans le monde professionnel, justement pour s'en rappeler. Donc, c'est une situation de référence, hein. Pour ceux qui sont familiers avec la méthode Target, on a travaillé sur des situations, une SFP, une situation fluidité performance, parce que finalement, c'est là-dessus qu'il a continué à avancer dans la douleur en s'apercevant que même blessé, même moins bien, il continue à Et, avancer, et alors que d'autres marchaient, comme tu le disais ouais. tout à l'heure. Mais après, c'est vrai que souvent on dit, enfin, moi, je pense que j'ai entendu, et le sport nous enlève toutes nos barrières et nous montre vraiment en fait qui on est. Et je pense que même s'il y en a qui disaient que ce serait peut-être inconscient ou quoi, on se rend compte que peut-être aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est ce qui fait peut-être réussir en fait, c'est cette persévérance et c'est de dire c'est dur, je serre les dents et je continue. Et je pense que ça, oui, c'est hyper révélateur en fait. Enfin, je veux dire, après à un moment donné, on lit quelque chose comme ça, on voit le parcours professionnel. Enfin, je veux dire, c'est hyper révélateur de sa réussite, malgré voilà, un échec et avec qu'elle n'est pas un. Une autre citation, oublie ta peur et confiance en tes ressources intérieures, tu peux plus que tu ne le penses. C'est Donc vrai. là, alors ça, j'ai pris volontairement une autre citation qui était un peu dans le style no pain, no gain, donc je Ouais. suis assez peu friand. Et finalement, Lionel, lui, ce qu'il a pu en dire, c'est que en tant que sportif ou même entrepreneur, hein, Ouais. finalement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de parallèles, il n'y a ni chance ni malchance. Si tu fais les choses bien, tu as plus de chances d'avoir de la chance. Ouais. Hein, donc, tu te rappelles, hein, j'aide la chance. Oui. Donc, c'est j'aide de la chance ou j'aide la chance. On est plutôt dans aider la chance et de dire qu'en sport et finalement en entreprise, même quand tu es au fond du trou, rien n'est perdu. Ouais, nous, on nous disait, là, ce qu'elle dit, même au fond du trou, rien n'est perdu. Nous, on disait, même s'il fait une connerie, si tout le monde y va, ça peut devenir quelque chose de positif. Et voilà, et c'est cette estime de soi que tu peux retrouver dans le sport et qui finalement est hyper utile aussi dans le monde. Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Ouais. Et là, j'ai interrogé quelqu'un qui s'appelle Norman. Ouais, c'est un bon mec. Ouais. Et sais-tu ce qu'il a pu en dire, en tout cas, par rapport à ça, ou en tout cas, là, ce que ça peut t'inspirer? Oui, alors moi, j'ai toujours un peu fonctionné un peu à l'objectif. Et quand les gens me disaient que c'était pas possible, c'est comme un déclic de se dire, ah, mais je vais tout mettre en place. Et avant que j'arrête de courir, avant le confinement, je voulais aller vraiment sur du plus long. Et je m'étais mis un objectif de faire, donc j'ai fait le Grand Trail du Saint-Jacques qui faisait 77 km et 3000 de dénivelé. Et la semaine d'après, j'enchaînais sur le Samoins qui faisait 33 km et 2500 mètres. Et tout le monde me disait, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Je dis, OK, pas de souci. Et c'est ce qui m'a nourri, en fait, et c'est ce qui m'a dit, eh ben, tu vas le faire. Et à ce moment-là, alors, ce qui est extraordinaire, je suis quelqu'un qui est peut-être un peu bordélique, mais qui n'est pas forcément organisé.
tout s'est mis en place pour s'organiser, pour y arriver. Et je finis les deux, même si quand je finis le trail du Saint-Jacques, je crois que ma femme elle me récupère, je suis en train de boiter. Je lui dis, écoute, on ira juste à Samoins pour profiter du cadre et j'irai pas courir. Sauf que le mercredi, je me sens super bien. Je ne sais pas comment je vais l'annoncer à ma femme du coup que je vais courir. Et du coup, je le fais et je termine en plus. Et là, ça a été ma deuxième plus grande fierté, c'est que sur Samoin, je termine, je crois, il y a 600 coureurs et je termine 299e. Et pareil, c'est de me dire qu'à un moment donné, je dépassais tous ces gens qui abandonnaient et de me dire que moi, une semaine avant, je m'étais tapé presque 80 km, voilà, avec 3000 de dénivelé, en plein cagnard. Et je pense que ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a galvaudé et pendant très longtemps. Et encore, quand j'en parle aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, qui est encore là. Une SFP pour les spécialistes de la méthode. Grosso modo, c'est ça. Putain, voilà. Sur la motivation, les recettes de la prépa mentale que je trouve très intéressantes, moi, pour le monde de l'entreprise, c'est que finalement, on parle assez peu de motivation dans l'entreprise, alors que en prépa mentale, dans le sport en général et la préparation mentale orientée sportive, on a plutôt une recette qui est bien connue. C'est que finalement, on a une direction, une cible, euh, et puis on va générer des émotions positives et on s'entraîne tous les jours en fonction de ces deux paramètres-là. Et ce qui, paradoxalement, moi, dans l'entreprise, autant il y a des choses qui sont top par rapport au sport, autant je trouve que dans l'entreprise, on sait relativement bien définir une direction. C'est le but de l'entreprise. En tant qu'entrepreneur, c'est la vision. En revanche, on sait plus ou moins lié aux émotions. Et je fais vraiment, je vous incite vraiment à assister à la conférence de Nathalie sur le rôle des émotions, en tout cas dans le management. Et on a toujours un peu de mal avec ces émotions dans le monde de l'entreprise. Et pour autant, il y a dans motivation et émotion, c'est les mêmes racines. Hein, ça vient du latin, movere, ce qui met en mouvement. Et on a un peu tendance à oublier ça dans le monde de l'entreprise. Et je trouve que ça, on va le trouver dans le sport Facilement, oui. plus facilement avec une direction qui va être une somme d'objectifs, mais pas que. Ça va aller au-delà de la saison. Et on sait plus facilement le relier aux émotions positives. Hein, ce que je vois, moi, à ma mesure, j'allais dire, dans le domaine sportif, où je vais d'objectif en objectif, mais en sachant où je veux aller et en ancrant ça sur des sensations positives et en allant chercher ou en essayant de retrouver des émotions positives. Mais après, ça peut venir après. Moi, là, je vois plus comme une erreur, peut-être, je pense, après, de communication. Après, moi, surtout, non, parce qu'on est à peu près 10 dans l'entreprise. Dans le sport, c'était facile de mettre un objectif. On a un objectif de début de saison, il faut monter, on a mis les moyens, on a l'équipe pour, on fait tout ça, on met tout en place. J'ai envie de dire que même les gens, quand ils arrivaient dans un club pour signer, voilà, l'objectif était naturel. On n'arrive pas dans un club pour dire on va prendre 50 points tous les week-ends. Après, moi, dans la course à pied, où ça a été plus compliqué de me mettre en place, moi, mon objectif, c'est ce qu'on a discuté des centaines de milliers de fois, c'est le cadre de là où je vais aller courir. C'est l'arrivée, c'est ce genre de choses même. Voilà, c'est ce qui, moi, faisait un peu mon ADN pour aller courir, c'était de me dire, voilà, ou faire le truc un petit peu fou qui ne correspond pas du tout à ce que je peux être. Et après, dans l'entreprise, moi, quand j'ai développé mon entreprise, j'avais cette direction que je voulais, je savais ce que je voulais faire, sauf que j'ai jamais trouvé le moyen de le faire ressentir à mes employés parce que bon, même si je faisais en sorte qu'ils soient bien, je ne sais pas s'ils avaient une vision réelle de ce que je voulais. Et je pense qu'à un moment donné, même si on l'aimait bien, sans savoir pourquoi ils sont là, ils font leur truc, mais ils n'en auront pas forcément plus. Et peut-être qu'à un moment donné, voilà, c'est exactement ce que tu dis. On a du mal à le trouver, mais c'est parce que est-ce qu'on sait le faire, est-ce qu'on sait le véhiculer? Après, dans les gros groupes, ils savent le faire parce que je pense qu'il y a aussi les moyens. Mais à notre niveau, c'est très. Enfin, moi, En tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est une dimension qui est assez complexe. Et donc, je fais le lien, on n'en dira pas plus, euh, avec la conférence de Nathalie. Je vous laisse les deux témoignages que vous lirez dans le replay, qui viennent illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire sur cette motivation-là. Sur le sens, hein, les émotions positives,
En psycho du sport, on les connaît, je ne vous les détaille pas, hein, mais c'est le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence, le sentiment de progrès, d'engagement, de plaisir, etc. Alors, je dis que je ne les lis pas, mais je les lis. Ce qui est vraiment essentiel dans cette recherche de sens et d'émotions positives, dans le sport, on sait parfaitement travailler avec ces éléments-là. Mhm. Et je trouve que c'est quelque chose, encore une fois, qui est mal pris en compte dans l'entreprise. Et notamment cette notion d'objectif que tu évoquais tout à l'heure, Ouais. qui est de dire en début de saison, alors maladroitement, parfois on dit on vise la montée, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Oui. Parce que comment vous allez bosser au quotidien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on va bosser de match en match. Ouais. Et ce qui était largement moqué pour un Giroud, par exemple, dans Bien le sûr. foot, hein, où on disait on pense qu'au match d'après, le maintien, etc. Et je trouve que ça, c'est intéressant par rapport à l'entreprise, où finalement on fonctionne beaucoup avec du SMART, hein, la fameuse Bien sûr. technique de SMART pour fixer des objectifs, en oubliant ces leçons, enfin en oubliant, sans aller chercher ce qu'on peut retrouver dans le sport de ces objectifs de pas à pas qu'on a déjà détaillés et de recherche de sens et d'émotion positive. Je ne te fais pas plus intervenir. Ouais. On va avancer par rapport à ça, sauf si on a des questions et on pourra répondre en vous laissant les témoignages qu'on a vus tout à l'heure. Mais il y a un vrai regard, une vraie interaction avec cette capacité-là, d'objectifs aussi de maîtrise, hein, plus que Mhm. d'objectifs de résultats, qui eux sont anxiogènes et sont très faciles d'aller chercher en analogie dans le sport plutôt que dans le monde de l'entreprise. Je voulais finir, avant qu'on Oui. réponde à tout le monde sur le bruit, la ténacité et la concentration, Ouais. en faisant appel à un grand professionnel de la motivation, qui Chaud est aussi. Yoda, un autre show, qui disait n'essaye pas, tu fais ou tu ne fais pas. C'est-à-dire, moi, j'avoue qu'en tant que préparateur mental, je n'aime pas les gens qui me disent j'essaye ou je vais essayer de. Non, tu n'essayes pas, tu fais ou tu ne fais pas. Et j'ai du mal, j'ai longtemps tourné autour de cette notion-là, finalement, que je mets sous le terme de grit. Et je voulais te faire rebondir là-dessus en disant, bah, finalement, on parlait de ténacité, de capacité à se concentrer sur un objectif longue durée. Que tu as appris le sport ou la prépa mentale du sport, et je vous laisserai en témoigner. En fait, c'est ce qu'on expliquait au niveau du grit, la ténacité. Je pense que si tu mets tout ce qu'il faut à côté pour à un moment donné, comme on parle un petit peu, lâcher prise, la ténacité, voilà, le fait d'aller au bout, de s'entraîner, de faire les choses pour atteindre un objectif, est hyper bénéfique. Moi, l'erreur que j'ai eue, si je fais un lien avec justement le monde de l'entrepreneuriat, c'est que j'avais rien mis à côté, ce qui fait qu'à un moment donné, cette ténacité est une ténacité qui fatigue moralement, qui fatigue physiquement, et ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus cette lucidité. Et donc, je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est un outil qui, pour moi, est important s'il est mis correctement en place. Si à un moment donné, il est mis dans de mauvaises conditions, je pense que ça peut apporter aussi du- du négatif, en fait. D'accord. Voilà. Un autre point que je mettrais aussi en lumière par rapport au sport, c'est qu'il y a un timing, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la compétition, au Oui, moment, au momentum, qui aide aussi. C'est-à-dire que qu'on soit en forme ou pas en forme, c'est le jour. C'est-à-dire que oui, quand tu évoquais le Saint-Jacques ou un marathon, si tu bien t'engages sûr. sur un marathon, effectivement, parler d'objectifs, de capacité à se fixer des objectifs, mais le marathon, il sera le dimanche à 10 heures et il ne sera pas le dimanche à 14 heures parce qu'à 10 heures, tu ne te sens pas bien. Oui, Et je pense que le sport, comme l'évoque aussi Sébastien, ou Roxane, hein, dans le témoignage que je vous affiche, c'est cette capacité à s'organiser pour y aller. Il n'y a bien pas sûr. de poser de questions une fois que tu as préparé. Alors, ça ne veut pas dire, je ne veux pas renforcer l'image du sportif qui ne se pose pas de questions et qui y va coûte que coûte. Non. Mais en revanche, c'est d'insister sur le fait que, vu comment les objectifs Bien qu'on sûr. s'est fixés, qui sont de micro-objectifs en micro-objectifs, que ce soit dans le sport co ou le sport indiv, hein, si je prends l'exemple de Roxane, quand elle fixe un 3h12 sur un marathon, euh, elle va avoir une somme d'entraînement, un plan d'entraînement sur lequel elle va s'appuyer, sur lequel elle va aller.
elle va vraiment s'organiser et le jour J, elle sera présente. Et il n'y a pas la question de est-ce Oui, que je suis ou pas motivé, est-ce que j'y vais ou parce pas. que je pense qu'on se crée des automatismes. Nous, c'était ça, en fait. Mm. On faisait beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions. Et dans le métier, c'est pareil, mais en tant que plaquiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive sur des maisons. Une maison, c'est quatre murs, c'est un toit. On sait comment on doit faire. On ne réfléchit plus, on fait. Et je pense que oui, on est formaté. Je pense qu'on fait en sorte de se mettre des automatismes qui fait qu'à un moment donné, ben, il n'y a plus de questions à se poser. On fait une espèce de switch qui fait, ben, j'y suis, de toute façon, j'y suis, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que mon collègue va faire, je sais ce que mon coéquipier va faire, et tout est logique en fait. Enfin, oui, là-dessus, oui. Enfin, c'est logique et raccordé aux éléments qu'on a vus Ouais, précédemment. c'est Parce ça, que oui. finalement, ce sur quoi on met le doigt, à mon sens, c'est que, et c'est le témoignage de Oui. Jean-François, c'est que une fois que tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais, dans quel cas, dans quel objectif et avec quelle émotion Mhm. finalement positive, tu retrouves cette analogie avec l'alpinisme où tu sais que tu dois monter euh, et tu vas monter, sauf si la montagne t'arrête au sens Bien sûr. sécurité, évidemment, mais tu t'engages et tu avances pas à pas. Et c'est cette capacité, je pense, de s'appuyer sur des objectifs motivants, hein, on en a donné quelques exemples tout à l'heure, et sur cette capacité d'être un peu teigneux, d'être sur du pas à pas, ce qui peut aussi nous correspondre en tant qu'entrepreneur, ou en tout cas des entrepreneurs qu'on rencontre, qui sont des durs au mal, dans le sens où bah, je lâche pas la corde. Un dernier ah bah c'est bien. C'est pour ça que Un sur bon lac. l'agnac, voilà, c'est un composé, c'est de la persévérance, du caractère consciencieux, besogneux, dans le cadre d'une vision claire d'objectifs et le plaisir, enfin les émotions. Et ça, je m'en sers effectivement dans le sport, ainsi que dans les projets professionnels. Je te propose, et même je t'impose D'accord. finalement, de s'arrêter là parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc, je Mhm. te remercie beaucoup Merci à toi surtout. d'avoir Ben, participé. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi à nouveau sur ces sujets-là. Euh, il reste quelques minutes sur des questions ou sur des réflexions, sur des échanges que des participants pourraient avoir. Donc, je parle sous le contrôle de Nathalie s'il y a des questions, des remarques, des échanges. Il nous reste encore quelques minutes sur lesquelles on peut bien volontiers corriger, compléter intervenir. ou écouter Ouais, vos c'est ça. retours. Hein. Ça n'a pas trop dit de bêtises. Voilà, on ne peut pas dire de bêtises. Pour les personnes qui souhaitent poser des questions, intervenir, n'hésitez pas à réactiver vos micros. Pas de question, c'est qu'on était parfait. OK. Pas de questions. Non. Je pense que peut-être tu veux conclure un mot de la fin sur ce sujet-là. Non, bah après, j'espère que les éléments que j'ai pu apporter, enfin, par rapport, pourront peut-être vous éclairer sur certaines choses. Mais oui, je pense que moi, ce que je retiendrai d'aujourd'hui, ce qui est hyper important, en fait, c'est de pouvoir s'écouter et s'organiser justement pour être, je pense, efficace, mais que ce soit aussi bien dans du sport qu'en tant que salarié, qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant qu'étudiant, parce que je pense que aussi les étudiants aussi, c'est encore d'autres choses. Et c'est vrai que tous les éléments, toutes les clés, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'on puisse y arriver et c'est de pouvoir bien les apprivoiser et bien les mettre en place, je pense. OK, Je merci. sais pas. Je rajouterai rien, Bon. parce qu'on est capable d'alimenter une discussion encore pendant une heure. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention. Euh, je vois que des discussions s'alimentent, donc je laisse Nathalie prendre le fil des discussions. Si vous avez des éléments complémentaires, bah, vous savez nous contacter. Jetez un œil sur les autres conférences du Lab, notamment une qui fait particulièrement pardon, le lien avec celle-ci sur la gestion des émotions qui est dans 2 semaines avec Nathalie sur la place des émotions dans le management qui pour moi est forcément lié. Et la semaine prochaine, on a le risque suicidaire pardon, dans le monde de l'entreprise avec Grégory Dumoitier qui va être là aussi un sujet passionnant, intéressant, clé, sur lequel on n'est pas forcément à l'aise dans le monde de l'entreprise et je suis impatient de pouvoir l'écouter. Merci à vous, bonne Ben, fin de merci journée beaucoup. et puis merci Norman.
Bon, écoute, merci à toi Jérôme. surtout. Merci. On, Merci beaucoup. on rend l'antenne et